Zulflawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de poésie et d'Amérique latine. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir les écrivains Mylène Vignon et l'écrivain Diego Trelles Paz. Mylène Vignon, bienvenue à Berbère Télévision. Merci de m'accueillir. Je t'en prie, on va se tutoyer. Diego Trelles Paz, bienvenue à Berbère Télévision, bienvenue dans le Graffiti. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, Mylène, on va commencer par ton dernier livre. Donc, il s'appelle L'ombre de Sainte Cadeau. Absolument. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce livre? Alors il raconte l'histoire d'une jeune archéologue de 38 ans, Tara Bowman, qui tombe amoureuse d'une maison située, on va dire, dans la triangulaire du sud de la Bretagne, entre Carnac, Quiberon et Auray. Saint-Cadeau est un lieu qui a été habité par ce saint venu du 7e siècle gaélique, qui a élu domicile pour des raisons climatiques au sud et qui a monté une abbaye. Or, il reste des traces de cette abbaye et Tara, mon héroïne, archéologue, va poser ses outils sur le site et il lui arrive des histoires évidemment. Et donc l'histoire elle-même, l'histoire véridique, est présente dans cette fiction ou pas? Ah oui, complètement, parce que on y rencontre un réfugié politique tunisien, Oui. Mehdi, qui va en pleine, juste avant, à la veille de la révolution du jasmin, de la deuxième donc révolution du jasmin en Tunisie, à la recherche de sa fille de 17 ans, Leila, qui est en vacances en Bretagne. Or, il s'aperçoit qu'il est en danger en Tunisie et que sa fille l'est encore plus. Et de peur qu'elle ne soit attrapée à la frontière, Oui. il se rend à sa recherche, mais il ignore exactement où elle se trouve. Il connaît juste le nom de la jeune fille chez qui elle loge et il se lance à sa poursuite et il va lui arriver des aventures au cours desquelles il va rencontrer Tara. Enfin ça, je ne le dis pas, il faudra lire la suite. Oui, bien sûr, il faut laisser un peu de suspense, hein, bien sûr. Mais comment est-ce que l'idée elle-même t'est venue d'écrire cette fiction alors? Alors déjà la maison, les algues marines, cette magnifique maison de Bretagne que j'ai moi-même connue il y a quelques années. J'ai aimé cette maison, j'ai aimé aussi cette histoire de saint gaélique qui a laissé des traces très vives dans cette belle région, auprès des alignements de Carnac. Enfin, il y a toute une histoire une tellurique très très forte dans ce lieu. Et en fait, eh bien, le réfugié tunisien, c'est une rencontre que j'ai faite il y a quelques années avec quelqu'un qui était dans ce cas, qui ne s'appelle pas Mehdi, dans évidemment. La vraie vie, mais dans la vraie vie, j'ai rencontré une personne qui m'a raconté son exil. Et évidemment, après, il y a la fiction. C'était l'exil, c'était un exilé de l'époque difficile, Oui, n'est-ce pas, du absolument, régime autoritaire, c'est ça? De l'ancien régime, oui, absolument. Et qui en souffrait atrocement dans sa chair et dans son sang, puisqu'il y avait une histoire d'enfant, justement. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais je me suis quand même beaucoup inspirée de son histoire à lui. Il me racontait au quotidien les difficultés que vivait sa famille et lui-même voilà, avait une certaine appréhension à l'idée d'y retourner. Donc j'ai puisé, en fait parce que je puise dans les gens qui m'entourent, la substance de mes personnages. C'est ce que font en général les écrivains, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on peut retrouver un père devenu un fils ou une fille devenue une grand-mère. Enfin, tout ça évidemment se brasse et apparaît de part et d'autre de mes romans. Très bien, on va y revenir. Je vais passer la parole à Diego Trelles Paz. Tu viens d'écrire, enfin, ton livre bio vient d'être traduit donc en français. Il est sorti aux éditions Buchet-Chastel. C'est un livre qui raconte un pays, le Pérou. Hein. C'est un livre qui raconte l'histoire contemporaine du Pérou, même si cette histoire est empreinte de beaucoup de violence, n'est-ce pas? Ouais. Raconte l'histoire du Pérou de 180. Oui. C'est une des époques les plus violentes et sanglantes de l'histoire du Pérou, de la vie républicaine du Pérou.
Et il parle de la violence politique. De la violence politique, de tout ce qui nous est arrivé comme pays. Ce n'est pas un roman historique, mais il y a des faits qui ont passé, mais c'est une fiction. Oui. Il y a une enquête policière. C'est un roman divisé pour 4 petites nouvelles, je veux dire, de différents genres. Oui. Et surtout, c'est un roman, je pense, sur la mémoire. Sur la mémoire. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent pas de... Qui ont oublié. Qui ont oublié. J'étais petit pendant les ans 80. Après la guerre civile, on avait la dictature de Fujimori. Maintenant, ça fait 15 ans qu'on est en démocratie, mais au Pérou, la démocratie, c'est toujours faible. Il y a toujours c'est dangereux parce que l'institutionnalité, les mêmes partis politiques, maintenant, par exemple, il y a la violence des narcos, qui c'est parti aussi de Bioy. Donc, c'est un roman qui raconte un peu tout ça, les dernières 30 années du Pérou. Mais ici, ce n'est pas seulement la violence, il y a une histoire d'amour. Oui, bien sûr, il y a toute la vie, bien sûr, c'est vrai. Oui. C'est un parti qui parle de... C'est comme un roman de gangsters. Il y a un blog aussi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un peu un roman qui se rassemble à ces romans du passé, des écrivains du boom, et qu'on peut appeler le roman total. Oui. Et c'est un peu... Et puis donc l'histoire elle-même, la chronologie n'est pas vraiment respectée. Hein. Tu vas d'une époque à l'autre. Ouais. Tu commences dans les années 80, tu reviens vers les années 2000. Hein. Tu commences par le viol de cette fille, Elsa. Ouais. Oui, ça commence par une scène très, très, très violente. Et c'est vrai qu'on peut dire que dans Bioy, tout était éclaté. Hein, tout est éclaté, les structures, la psychologie des personnages, il y a plusieurs voix qui parlent. C'est vrai. Et les tempes, ça bouge. Et je pense qu'il y a une raison pour ça. La raison, c'est que quand j'étais en train d'écrire les romans, et c'était très, très, très difficile de faire ça, je me suis rendu compte que pour parler de ces niveaux de violence, il faisait violenter les mots, violenter les structures, et aussi j'essayais pas d'embellir la situation. Tu voulais la raconter telle qu'elle, au fait. Ouais. Et quelquefois, je pense que en réalité, c'était pire. C'était pire. Il y a des choses incroyables. Il y a des choses incroyables qu'on ne peut même pas écrire, qu'on ne peut même pas dire. Ouais. Oui, je pense que... Beaucoup de pays, hein, y compris d'Afrique du Nord, ont vécu des situations pareilles. Hein. Pareil, et c'est vrai, on dit souvent, parfois, la réalité dépasse la fiction. Ce n'est pas le contraire. Non, pas du tout. Si on pense à la dictature au Chili, en Argentine, c'est des choses incroyables que je pense que peut-être des gens ici français ne peuvent pas imaginer. Oui. Donc, c'est pour ça peut-être que... Les gens peuvent te dire que tu exagères, mais parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Oui, ils n'ont pas vécu ça. Donc, j'étais enfant, moi j'étais petit pendant la guerre civile, mais toute ma jeunesse, j'étais au Pérou pendant la dictature. D'accord, donc tu as vu tout ça au fait. J'ai vu ça, voilà. On va y revenir. On va dire quelques mots avec Mylène Vignon, qui a un parcours impressionnant. Hein. Donc, vous êtes dans les arts, vous avez été commissaire d'exposition, vous êtes dans les associations. Tu l'es encore, donc tu as été agent d'artiste, tu es experte en art contemporain. Mais avant de revenir à ce domaine précieux et vaste des arts, tu vas nous dire quelques mots sur ton recueil de poésie, Une garance pour le violoncelle. Il est sorti en 2013, c'est ça? Exactement, oui, c'est celui qui est sorti. C'est toujours aux éditions L'Unicité. Unicité. D'accord.
très bonne édition. Très bonne maison d'édition, très d'accord, bonne que maison. nous saluons alors. Alors, ces poèmes, cette Garance alors? Alors, une Garance pour le violoncelle, en fait, raconte en poésie les couleurs incluses dans l'art. Que ce soit les arts plastiques, graphiques, la musique, le théâtre, l'opéra, tout a une couleur. Et j'ai voulu, à travers ces quelques poèmes, parler des couleurs en rendant hommage à cette grande peintre qui est Maria Helena Vieira da Silva, oui. et qui a écrit, avant de disparaître, un très beau testament, son Testamento, où elle lègue à ses amis un bleu, un rouge, un vert, un jaune, et à un moment elle lègue une Garance pour faire entendre le violoncelle. Et j'avais adoré cette phrase, et je m'étais dit qu'un jour j'en ferais le titre d'un recueil. Et voilà. Et voilà, c'est fait, c'est un bel hommage. Et toi alors, la poésie, ça a toujours été dans ton monde, ou bien c'est un peu plus tard que tu découvres la poésie, ou bien tu as toujours cheminé avec ce désir de manier les mots, J'ai toujours aimé la poésie. Lorsque j'étais petite, j'adorais l'heure de la récitation. Je revisitais parfois les récitations, quitte à me faire taper sur les doigts, parce que c'était pas tellement le respect de l'auteur. Mais dès que j'ai pu, j'ai moi-même écrit pour ma famille, les petits cadeaux à ma maman, au lieu de l'éternel collier de nouilles. Oui. J'écrivais un petit poème que j'enroulais avec un morceau de laine. J'ai toujours aimé écrire pour les gens que j'aimais, et j'ai continué toute ma vie. Voilà. Donc la poésie a toujours été présente dans ta vie, presque au quotidien, je peux dire comme ça? Oui, vraiment, vraiment. J'aime la poésie des autres. J'aime beaucoup lire en public la poésie de mes amis, ce que d'ailleurs j'ai fait récemment en lisant les poèmes de Alain Pizzera, qui est un de mes collègues. C'était où? À la galerie Facara. D'accord. Le créateur des bijoux que je porte d'ailleurs, ce sont des bijoux français, oui. Qui sont des poèmes eux-mêmes. Des bijoux le poème attirant le poème. Ils sont faits en quel métal alors? Ils sont faits en matière transparente, en plexiglas, d'accord. Mélangés de plein de petites matières, de pigments de couleur, de sable doux, de terre et de poudre de perlimpinpin, parce qu'il y a aussi une magie là-dedans. Bien sûr. Et je trouve que ce sont des poèmes, ils sont très légers, très doux. Mais et d'ailleurs, dans le prochain opus de Tara des Ombres, qui va paraître dans 15 jours à 3 semaines. Qui s'appellera À l'ombre des pages. C'est tout à fait cela. Oui. Arrive l'histoire d'une bague estampillée Facara, et qui est très importante pour le déroulé de toute la suite de la trilogie. Y a-t-il une énigme derrière tout ça? Oui. Ou bien plusieurs énigmes? Plusieurs énigmes. Plusieurs énigmes. Bon, chaque maison a son énigme. Oui. Parce que dans le premier, donc là, nous étions sur l'abbaye de Saint-Cado, avec les algues marines. Oui. Dans le deuxième volume, Tara Baumann va se rendre à Venise, où elle habitera une altana, une maison avec des terrasses vers le ciel. Et là, elle ira enquêter à Murano. Il y aura une intrigue plus ou moins policière avec des hackers. Elle se trouvera confrontée au monde des hackers. Elle se sentira en danger. Mais elle s'en sortira, j'espère. Ah, elle s'en sort forcément. Et il n'y a pas d'assassinat dans cet opus? Non, surtout pas. Très bien, alors. Bon, en revanche, des assassinats, il y en a beaucoup dans Bioïd, qui est sorti donc aux éditions Bûcher-Chastel. Et donc, Diego Trelespas, tu nous fais quand même, dans ton livre, d'une certaine façon, la sociologie du Pérou. Alors, on voit les différentes castes de la société, et tu nous dis même les termes qu'emploient les uns pour les autres. Hein. Il y a des formes de racisme, n'est-ce pas? Oui, il y a des formes de racisme. Au Pérou, je peux dire qu'on a tous les sangs. Il y a un livre d'un écrivain qui s'appelle José María Arguedas, qui s'appelle Todas las sangres. Et je pense que c'est un pays qui a tous les sangs. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent de différents endroits, de différentes races. Oui. Et le racisme, c'est une chose très forte au Pérou. Oui. C'est un pays assez hétérogène et assez raciste.
Et je pense que les conflits sociaux qui arrivent jusqu'à maintenant a une liaison très forte avec l'inégalité, la pauvreté, mais aussi le racisme. Donc, dans les romans, on peut voir tout ça comme les actions, quelquefois, viennent d'un conflit essentiellement C'est-à-dire raciste. on se traite justement de surnoms parce que, par exemple, on est d'origine indienne ou bien métissé, n'est-ce pas? Nous sommes métissés, mais il y a d'origine indienne, il y a d'origine chinoise, Oui. il y a des personnes noires, il y a tout. Donc, c'est pas, par exemple, comme en Argentine, comme l'Argentin, comme en Chili. Peut-être que, par exemple, l'Argentin, c'est difficile de trouver des personnes noires, mais au Pérou, il y a des différentes races. Donc, en bio, on peut voir ça, on peut voir les conflits sociaux, Oui. et comment ça dégénère, comment ça fait que les pays éclatent, que les choses explosent. Donc, ouais, le racisme, c'est un sujet très important dans ce bio. Et il montre les scénarios les plus sauvages d'une guerre que je pense que c'était une guerre sans limite. C'était une guerre sanglante. Au départ, la guerre, c'était entre le Sentier lumineux et l'État, c'est ça? Ouais, c'était toujours une révolution de Saint-Lumineux, qui sont les subversifs, qui a été confrontée pour l'État, pour les forces militaires. Mais le problème vraiment, c'était que la façon de combattre, c'était avec la même violence. Ça veut dire qu'à la fin, le rapport final de la commission de la vérité, et il y avait 70 000 morts et disparus pour les membres des interlumineux, mais aussi pour les militaires. Pour les militaires qui se battent pour le compte de l'État. Ouais, mais oui. Et ça arrivait beaucoup à la montagne. Oui. Donc la population qui était là-bas était au milieu de la Voilà. guerre. Donc il y avait beaucoup de personnes qui sont mortes parce que À cause de cette guerre, donc À ils ont cause de subi cette les guerre. exactions des uns et des autres, Ouais. n'est-ce pas? Les deux, certainement. les deux. Les deux. Donc c'était une guerre sans limite parce que bien les interlumineuses, bien les militaires, ils ont tué beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on estime par exemple le nombre de victimes à 70 000 morts, Oui, ou peut-être plus. selon la commission de la vérité. De la oui. vérité, Oui. il y a eu. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de disparitions aussi forcées? Beaucoup. On les estime à combien en Argentine? Wow, On les estime à 30 000. Oui. Au Pérou, Plus. peut-être la même chose ou bien plus? Non, je ne sais pas les numéros exactement, Oui. mais il y avait beaucoup de disparus à Lima, par exemple. Ça, c'est la première scène de Bioy. C'était une violation d'une Oui. subversive présumée Voilà. qui a été, qu'il a été pris dans l'université et qui peut-être après sera disparu. Parce que ça, c'était une façon de faire les choses. Non? Bien sûr. C'est le cas fameux de la Cantuta. Il y avait 9 étudiants et un professeur qui ont disparu et après ils sont trouvés morts. Donc ça c'était une façon de les paramilitaires qui ont fait, que c'était très, très populaire pendant le gouvernement d'Alan Garcia, les premières, et aussi après pendant la dictature. Il y avait beaucoup de disparus et il y avait des personnes qui ont été tuées sans savoir s'ils étaient vraiment terroristes, subversifs. Oui. Donc il y a eu des victimes, on ne sait même pas qui est-ce qui les a tués, on ne sait même pas peut-être pourquoi aussi. il y avait beaucoup de personnes qui ont mortes et qui étaient innocentes complètement, qui étaient au milieu. Bien sûr. Donc aussi dans les moments les plus forts du conflit, à Lima, il y avait ce qu'on appelle les coches bombes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une voiture qui explote voilà. Au milieu de la foule. Et... Ouais, par exemple, il y avait un cas extrême qui est passé au Miraflores, qu'on peut dire c'est un peu comme Châtelet ici. Oui. Ouais, qui a tué beaucoup de personnes à Lima.
Et ça a été choquant pour la personne de la capitale, parce qu'avant, hein, avant, ils n'étaient pas touchés, d'accord. Ouais, pas avant, touchés c'est les beaucoup, pauvres qui exactement. étaient tués. Comme les citoyens que sont invisibles. Mais après, quand le conflit est arrivé vraiment Dans la capitale, ça a changé beaucoup les choses. Ça a changé beaucoup. Donc, c'est toujours comme ça que ça se passe, effectivement. et ça, c'est aussi un preuve de racisme. Oui, bien On sûr. peut voir, bien on peut sûr. voir. Parce que les personnes qui ont mort dans la montagne, à la capitale, Comme pour si nous, elles n'avaient pas d'importance par rapport aux autres. la violence était naturalisée dans un point. Mais ce n'était pas une personne qui s'est proche de nous. Oui. Je suis de la capitale, je suis de Lima, je suis de classe moyenne, on peut dire. Et je connais des personnes qui étaient dans le cimetière lumineux, qui étaient musiciens, qui étaient Oui. universitaires, intellectuels. Mais après Tarata, c'est comme le gouvernement a dit, OK, il faut finir maintenant ça. Il faut terminer avec ça. C'est arrivé, c'est tout arrivé près à de nous. Donc, on peut voir ça. Ça, c'est une manifestation incroyable de l'inégalité et du racisme, de l'exclusion sociale qu'on a au Pérou, et que ça n'a pas fini. Hein. Maintenant, c'est une chose pareille. Les problèmes ne sont pas réglés. Non. D'accord. On va y revenir. Hein. Donc, Mylène, tu as écrit aussi Les dialogues du silence, poème magdalien. Alors, c'est en 2001. Oui. Alors, c'est non, poème 2011. 2011. Oui, 2011. Alors oui, en fait, c'est une histoire très personnelle Oui. que j'ai avec l'église de la Madeleine de Paris. D'accord. Et celle qui a donné son nom à l'église, Marie de Magdala. Et lorsque je vais dans cette église, je sens je sens sa présence et je dialogue de manière spirituelle avec cette femme. Et dans cette église d'ailleurs, où j'ai conçu pas mal de grandes expositions et d'événements, que ce soit théâtre, musique, oratorio, etc. Et je crois savoir que tu prépares justement un événement dans cette église, n'est-ce pas? Pour très très bientôt. C'est pour quand, tu peux nous le dire? Le 28. Eh bien, c'est le 28 mai prochain. Et c'est un événement au profit des paroissiens, des sans-abri qui sont hélas nombreux autour de la paroisse. Et chacun sait que la Madeleine est une église pauvre malgré son emplacement prestigieux. Il n'y a absolument pas de paroissiens dans cette église. Il n'y a que du tertiaire et des magasins autour de l'église. Donc voilà, on a fait appel à nous avec un plasticien, Carls, une harpiste, Claire Galoplas, et Mathilde Cardon, une chanteuse mezzo-soprane, pour organiser un événement ce 28 mai qui s'appellera donc Ars Humana. Et à la fin du concert, qui durera une bonne heure, la toile qui sera peinte en direct de 6 mètres de long devant le public sous le chœur de la Madeleine sera mise aux enchères par Pierre Cornette de Saint-Cyr, le commissaire-priseur. Et le tout est soutenu par Saison de Culture, qui est la presse que je dirige en tant que rédactrice en chef et qui soutient cette action. C'est un joli programme. Et donc, 2 mots sur Saison de Culture dont tu viens de signaler l'existence. Alors, Saison de Culture, c'est une revue, c'est ça? Voilà, c'est une revue en ligne qui a été conçue il y a maintenant 3 ans et demi et qui regroupe une bonne soixantaine de membres. Oui. C'est en réalité une association au départ, mais qui est en train de migrer et de se labelliser, car Saison de Culture, qui regroupe en fait tous les arts, tous les tiroirs, à la fois les arts plastiques, graphiques, le théâtre, le cinéma, l'opéra, etc., etc. La littérature, la littérature et la poésie, bien évidemment, en première ligne. Rassemble énormément d'énergie et va devenir un trophée, le trophée Saison de Culture, qui récompensera. Ça, en préparation. On le prépare, ça, on a bien avancé, et qui récompensera le meilleur écrit analytique sur l'art.
Ah d'accord, sera le tu es trophée toujours Saison dans ton Culture. domaine Ah, donc, toujours. de l'art, hein. Toujours. Tu ne sors pas vraiment. Hein. Ah non. Et donc, tu as été tu es toujours, tu l'avais dit tout à l'heure, commissaire d'exposition. C'est un métier difficile. Alors c'est un métier à la fois oui, parce que c'est une responsabilité. C'est un métier qui demande quand même à être très ouvert sur les autres. Mais ça demande Et- des connaissances, Oui, de bien la sûr, bien sûr. documentation. Il faut bien avoir sûr. quand même des connaissances en art. Bon, moi, je suis historien de l'art et qui amène à, en fait regrouper tous les métiers en un seul. C'est-à-dire que ça part de l'idée de l'exposition, de l'événement, parce que ça dépasse le stade d'une exposition. Hein. C'est commissaire d'événements, hein, parce qu'on D'accord, y intègre d'accord. évidemment la littérature, la poésie, les arts, etc. Et qui va jusqu'à recevoir le public, tout organiser, mettre en place, scénographier, trouver les artistes et les événements qui pourront s'inclure dans l'événement même. Donc Ce c'est sont une les aventure. exposants qui viennent te voir ou bien c'est toi qui te rapproches Alors d'eux non, ou très bien c'est souvent des j'ai une thématiques. idée. Très Ah, souvent j'ai une idée par rapport à un il y a des lieu. thématiques qui Oui, t'intéressent absolument, plus que comme le d'autres. Cri des Sirènes par exemple. Oui, Le Cri des Sirènes qui est un événement, là ça va être la 5e édition, sur le bateau Concorde Atlantique sur la Seine et qui aura lieu le 7 octobre à Paris et qui regroupe un événement scientifique. Hein. On a des scientifiques qui viennent parler de la planète, de la mer, de ce que le ciel et la mer sont devenus et en même temps des artistes qui travaillent sur la thématique et qui sont très très actifs, qui viennent sur place expliquer pourquoi ils ont travaillé dans ce sens. Et c'est un événement qui dure une soirée chaque année. ce sont souvent de belles rencontres. Oui, et là justement j'ai un Cri des Sirènes le lendemain d'Arsoumana. Je prends l'avion pour Nice dès le lendemain et j'ai un Cri des Sirènes au Westminster de Nice. Cette fois-ci les sirènes seront à la mer. Elles seront juste à côté. Voilà, elles s'en vont de la Seine pour aller vers la mer. Ben, très très bien dit. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec les écrivains Mylène Vignon et Diego Trelles Paz. Donc Diego Trelles Paz, dans ton roman qui est paru aux éditions Buchet-Chastel, Bio, tu racontes le monde d'aujourd'hui au fait. Hein. Tu mets par exemple la Coupe du Monde de football. Ouais. Comment est-ce que cette idée t'est venue hein? C'est la Coupe du Monde, me semble-t-il, de l'année 1986 au Mexique. Ouais. Donc, je suis passionné De football. de football, ouais. Mais aussi, le foot est un sport très populaire en Amérique latine, un sport qui unit les gens, de ces pays si hétérogènes, si racistes. Donc, on commence, les militaires qui violent la terroriste présumée, et ils viennent de voir un match de foot. Donc, pour moi, c'était intéressant de cette scène, c'était de faire un contraste entre la violence et les cruautés des tortionnaires face à l'enthousiasme qu'ils ont dans un match de foot. Donc c'est ça c'est un peu sinistre, un peu obscur. Mais pourtant, c'est la vérité aussi. Ouais. Hein c'est Ouais. c'est exactement ça. Hein. Exactement, beaucoup de tortionnaires entendent les parfaits pères de famille, Voilà. mais dans les boulots, c'était vraiment personne qui a fait des choses terribles. Oui. Donc le foot, c'est une chose que j'essaye d'inclure dans tous mes romans. Donc, j'ai déjà ça c'est le 13e roman, mais c'est Oui. le premier qui est publié en France. Oui, c'est le premier qui est traduit en langue française. Et- Tu nous diras après un mot sur les autres romans. Ouais. Oui. Et aussi parce que le foot, c'est un exemple, une manifestation de la culture populaire. Et pour moi, la littérature, c'est un peu comme ça. Je pense qu'on peut faire bonne littérature de tout ce qui vient de la culture populaire. Ça veut dire les foot, ça veut dire les programmes de radio. Il y avait un écrivain argentin qui s'appelle Manuel Puig. Oui. Et c'est lui qui m'a appris ça. C'est lui qui écrit de cette façon, Bon, qui de raconte cette un peu le monde populaire. Qui utilise les subtils de la culture populaire, on va dire. Il parle des magazines de mode, on parle des programmes de radio, et il inclut tout ça dans ses romans. Mais avant,
les écrivains, ils n'ont jamais fait ça parce que pour eux, ça c'était la culture populaire, c'est pas les Oui, hautes cultures. d'accord. Eux, ils se considéraient un peu au-dessus de tout ça. Exactement. Voilà. Puis qu'il a commencé à écrire les très belles romans, les très intéressants romans, j'ai vu que c'était possible aussi. Je parlais de foot, mais aussi je parle aussi des réseaux sociaux. Il y a un blog d'Ambioï. Oui. Ouais, et je l'ai fait expressément parce que je voulais utiliser les outils du présent. Je voulais parler de la technologie, de ces phénomènes des réseaux sociaux qui a changé tout dans notre vie. Tout à fait. Déjà, Internet a changé tout et maintenant les réseaux sociaux sont en train de changer considérablement la vie de tout un chacun. Hein. Il y a même les quotidiens, les grands quotidiens du monde qui veulent maintenant être sur les réseaux sociaux, donner l'information avant qu'ils ne le donnent sur leur site. C'est incroyable. Et aussi la vie de livre, la façon de promotion, la façon de distribution, la façon tout ça a été changé. Et pourtant, les réseaux sociaux, Diego Trelespaz, il n'y a pas longtemps, en France, par exemple, on disait que Facebook, c'était rien du tout, que c'était les services secrets, que tout le monde était espionné. Tu te rappelles, n'est-ce pas, Mylène? On disait cela il y a 5 ans, il y a 6 ans. Oui, tout à fait, oui. Maintenant, on est sur la planète Facebook. On a admis cela, n'est-ce pas? Ah oui. C'est vrai. Maintenant, on a admis cela. Autre chose, donc, dans ton livre, tu parles aussi des écrivains du Pérou, hein, et tu dis que tu aimes certains et que tu n'aimes pas d'autres. Tu peux nous dire un mot alors? Oui, bien sûr. Il y a un écrivain que tu aimes beaucoup, qui semble-t-il est silencieux. Bon, les écrivains qui apparaissent, oui. Les noms sont faux. C'est vraiment. D'accord. Ça parle de la littérature comme un champ de bataille. D'accord. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est bien vu. Ça m'intéresse. Oui. M'intéresse comment un écrivain peut devenir une personne qui peut faire des choses épouvantables. Qui peut devenir un assassin, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Qui peut, je sais pas, pour moi, les écrivains, quand j'étais en train de devenir un écrivain, c'était la chose la plus sacrée. Oui. Mais ils sont humains aussi. Et dans les réseaux sociaux, on peut voir ça en direct. Bien sûr. Des écrivains qui divaguent publiquement dans les pires façons. C'est vrai, donc, j'aime bien comme sujet pour ma littérature, la littérature, mais aussi la vie des écrivains et comment la littérature peut changer, modifier tout ça. Comment on peut montrer une partie obscure de ces écrivains. Les parties obscures de ceux qui écrivent, des artistes et des écrivains. Oui, on va y revenir. Hein. Juste donc pour discuter un petit moment avec Mylène Vignon, donc, qui a publié aussi, tu as publié aussi Rencontre avec Olivier Debré. Absolument, le peintre. La ferveur de l'être. La ferveur de l'être. Le livre est sorti oui. en 2010, je crois, toujours aux éditions Unicité. Toujours, déjà. Donc tu as vraiment connu Olivier Debré, bien oui. sûr. Tu peux nous le raconter. Le grand peintre Olivier Debré, qui était le peintre de l'expression fervente, de l'abstraction fervente même, et qui est bien sûr le frère de Michel Debré, hein, le fils du professeur Debré, et l'oncle de Jean-Louis et Bernard, que tout le monde connaît maintenant pour citer cette génération. Bien sûr. Et Olivier, donc, avait une maison en Touraine. Moi, à l'époque, j'étais aussi à Tours, pour des raisons personnelles. Et nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'une de ces expositions dans les haras du château d'Amboise. Et là, il y a eu la fusion. On s'est sentis en famille, moi avec ma plume, lui avec sa peinture. Et il m'a demandé de le suivre dans toutes ses pérégrinations artistiques, que ce soit à l'Opéra Bastille, alors qu'il faisait les décors du ballet Cygne avec Caroline Carlson, au Théâtre des Abbesses, où il créait les décors de ce magnifique théâtre, qui sont encore en place d'ailleurs, aux Abbesses. Également, il m'emmenait restaurer une œuvre dans les musées où une œuvre avait souffert car mal conservée. Enfin, je l'ai suivi et j'écrivais. Et il savait que j'écrivais. Et lorsqu'il a, hélas, disparu,
j'ai mis en place toutes mes notes et j'ai écrit un essai, en fait, toutes ces promenades que nous avons partagées. Et je n'ai pas voulu tout de suite, parce qu'à chaud, dans la peine, la souffrance, je n'ai pas voulu avoir l'air de profiter du départ du grand peintre pour sortir cet écrit, ce récit. Donc je l'ai gardé, oui. Je l'ai gardé. Et un jour, qu'un ami était venu m'aider à déménager des papiers, il a trouvé ce manuscrit qui s'appelait La ferveur de l'être, rencontre avec Olivier Debré, et il m'a demandé si je permettais qu'il lise un petit peu pour faire une pause. Je dis mais bien sûr, et je l'ai vu qu'il se mettait à pleurer. Un sculpteur, hein, quelqu'un de très costaud, il s'est mis à pleurer sur le manuscrit. Il m'a dit Mylène, tu as un devoir de mémoire, il faut absolument que maintenant, pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais maintenant tu publies, tu trouves un éditeur pour publier ce récit. Et du coup, j'ai rencontré François Mokaer très peu de temps après cette aventure, et je lui ai parlé tout doucement de l'histoire de ce manuscrit, un petit peu oublié comme ça et récupéré, et il m'a dit mais moi ça m'intéresse, envoyez-le-moi. Et 24 heures après, il m'a appelé en me disant je publie. Eh ben c'est une belle histoire. Très belle et donc l'éditeur connaissait le peintre aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, de réputation. Hein. Il connaissait la peinture du grand maître. Et étant lui-même poète, cet éditeur, il a aimé le style, le ton. Parce qu'à la fin quand même de cet essai, j'ai intégré, pour ne pas quitter encore Olivier Debré, j'ai instauré un dialogue poétique avec lui, et que j'ai appelé Les Voyageurs et Les Ligériens, en hommage à son passage en Loire. Donc il a aimé beaucoup les poèmes finaux, et il a évidemment publié le tout. Il a publié le texte, c'était en 2010. Il y a déjà une réédition, c'était en quelle année? Récemment 2011 ou 2012, peu de temps après, parce que tout a été évidemment vendu. Et voilà, et peut-être qu'il y en aura une troisième en anglais, parce qu'il y a un musée Debré qui va ouvrir en Touraine, un centre d'art contemporain réservé aux œuvres d'Olivier Debré. Pourquoi en anglais? Parce qu'il y a beaucoup de touristes parce anglais. Qu'il y a en Loire, la Loire est très touristique. Il y a énormément de non-français qui viennent visiter les pays de la Loire, les châteaux de la Loire, autant qu'à Paris, hein, pratiquement. Donc c'est la raison pour laquelle il serait peut-être envisagé une traduction en langue anglaise. Eh ben c'est très bien, j'espère qu'elle va avoir lieu, qu'elle verra le jour, bien sûr, rapidement. Diego Trelles passe donc, tu disais tout à l'heure, tu me disais donc que tu avais écrit des livres qui n'étaient pas encore traduits. Tu peux nous dire quelques mots sur les livres que tu as écrits donc en langue espagnole? Oui, la première sortie en 2001 s'appelle Hudson le Rédempteur, on peut dire ça, c'est une traduction que je viens de faire. Hudson el Redentor en espagnol. Tu peux le dire en espagnol, ah ouais? Il y a certainement des gens qui comprennent l'espagnol parmi nos téléspectateurs. Mais tu peux expliquer aussi, bien sûr. C'est un roman, c'est une histoire d'un quartier au Lima pendant la dictature, mais c'est des histoires entre les gens, et il y a un personnage principal qui découvre sa sensibilité artistique. Il est un écrivain. Donc c'est un peu ça, c'est l'histoire des gens d'un quartier de classe moyenne, mais aussi bas, au Lima. Donc c'était un recueil de nouvelles au commence, mais après je me suis rendu compte que comme les histoires ont les mêmes personnages, et il y a une histoire, ça veut dire qu'il y a un commence, il y a une histoire qui se développe pendant toutes les nouvelles. Maintenant, je les considère un roman. D'accord. Je les considère un roman. Le deuxième s'appelle Le cercle des écrivains assassins. Ils sont des assassins? Ouais. C'est terrible quand même, des écrivains qui tuent des gens. C'est un peu parodie. D'accord. Parce qu'on vient de parler de ça, non? Comment un écrivain peut devenir un criminel. Bah oui, bien sûr. Donc c'est une histoire, on peut dire que c'est comme un polar. Je le considère un polar atypique, différent, alternatif.
Mais l'histoire, c'est l'histoire d'un groupe des écrivains pas connus en Lima, il y a un qui tue un critique littéraire. Donc, un critique littéraire a été tué par un écrivain. Donc, on lit les manuscrits, il y a 4 manuscrits que les écrivains même ont écrit, et pour dire, basiquement, c'était pas moi. Donc, il y a une enquête policière aussi, pour découvrir qui a tué les critiques littéraires. Mais c'est un roman aussi qui part de la littérature, c'est un peu métafictionnel. Oui. Il y a des écrivains de la vie réelle qui apparaissent. Il y a beaucoup de citations, il y a un jeu littéraire avec les lecteurs. Et je dis que c'est un polar atypique parce qu'il n'y a pas de détective. D'accord. Donc il y a une énigme, mais il n'y a pas de détective. Donc c'est les lecteurs actifs qui doivent participer. Voilà, c'est eux qui doivent se mettre dans la peau d'un éventuel détective. Oui, et ce roman maintenant est en train d'être traduit en français. Mais nous sommes en conversation pour voir quand est-ce qu'il sera publié. Bon, j'espère qu'il le sera rapidement. D'accord. Mylène, alors, Vignan, donc tu as été aussi dans une association, tu es active, qui s'appelle Un Point Rouge pour la Vie. Oui, absolument. C'est quoi cette association? Alors en fait, c'est plus une bannière. Oui. Un Point Rouge pour la Vie, c'est toujours dans l'esprit caritatif, hein, le point rouge étant le point rouge des œuvres vendues. Et pour la vie, voilà, on offre l'événement pour une cause. Or, j'ai fait avec cette association un SOS Haïti, par exemple, au moment du grand séisme que nous connaissons. J'avais demandé aux artistes de donner une œuvre. Beaucoup d'artistes ont offert une œuvre, mais en 24 heures, hein, au moment où ça s'est passé. Et nous avons vendu avec toujours notre ami, le commissaire, la star des commissaires-priseurs, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Nous avons vendu à l'époque à Drouot-Montaigne les œuvres au profit de cette cause soutenue par la Croix-Rouge et l'ambassade en question d'Haïti. Et nous avons eu la satisfaction de voir que l'argent recueilli est parti immédiatement, a été utilisé pour des tentes au départ, hein, et les prothèses des enfants qui étaient... Donc l'association, son travail a été vraiment utile. Oui, absolument. J'ai toute la traçabilité. Et je suis très contente car il y a eu des sommes bloquées pendant très longtemps, qui sont même peut-être encore bloquées, des grosses sommes qui ont été données mais qui ne sont jamais parvenues, dit-on. Oui. C'est ce qu'on dit effectivement. Mais notre argent à nous est parti, sonnant et trébuchant, et a été immédiatement utilisé à bon escient. Et voilà, donc je remercie encore les artistes de leur, on les remercie aussi, de leur générosité. Et tant mieux. Et donc, est-ce que tu peux nous dire aussi un mot sur le marché de l'art aujourd'hui, hein? Il y a des toiles qui atteignent des prix astronomiques. Oui, bien sûr, il y a les grands classiques. De ce fameux Picasso, Femme d'Alger, qui vient d'avoir un record. Absolument. 157 millions. Oui, tout à fait. C'est incroyable. C'est énorme. Mais bon, ça, il n'y a pas de secret. Hein, les valeurs sûres, hein, ce sont toujours les noms, les références, les grandes valeurs. Maintenant, au niveau des artistes, on va dire de cote moyenne, c'est difficile. C'est toujours difficile. C'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Il faut, oui, absolument. Mais je pense que tout ça va un peu évoluer, hein, parce qu'il y a une poignée quand même de grandes personnalités de l'art contemporain qui tiennent entre leurs mains le marché, qui s'auto-achètent les uns les autres pour faire monter les cotes. Mais maintenant, ça commence, je pense que d'ici une décennie... Ça se démocratise un petit peu, si je peux dire comme ça. Est-ce qu'un peintre aujourd'hui moyen peut facilement, par exemple, exposer à Paris? Oui, il peut exposer, mais de là à vendre, c'est plus difficile. Vendre, c'est beaucoup plus difficile. On vend plus un nom aujourd'hui que la qualité, la valeur d'un vrai travail. Alors bien sûr, il y a toujours quand même un noyau de collectionneurs honnêtes et sincères qui ont envie d'aider l'émergence artistique, qui ont envie d'y croire, qui ont envie heureusement, de s'investir et d'investir.
mais il n'y en a pas suffisamment. Il faudrait savoir que, et je le dis, qu'on peut défiscaliser en aidant un peintre vivant qui ne sait pas trop bien tirer parti de la valeur de son travail. Et il ne faut pas perdre de vue qu'on peut aider un peintre et en même temps payer moins d'impôts. Donc au lieu de donner, pardon à l'État, hein, mais oui, bien sûr. merci pour la création, parce qu'il faut quand même aider la création. Sans la création, pas de respiration. Sans la création, pas de pays. Est-ce qu'on peut dire que les peintres en général ne sont vraiment reconnus, à l'instar des grands poètes, qu'après leur mort? Non, c'est faux. Il y a des Buren, des Soulages, des gens comme Zaouki qui ont eu la consécration, qui sont consacrés de leur vivant. Ils ont la chance peut-être d'avoir été au bon endroit, au bon moment, face à la bonne personne, dans le bon musée, enfin je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que tu penses par exemple des œuvres de Van Gogh par exemple? Ah ben moi je pense que c'est triste, c'est très triste quand on pense à quel Van Gogh point il a été démuni. On dit qu'il a vendu un seul tableau de son vivant. Ces tableaux servaient à boucher les trous des poulaillers. Et aujourd'hui, c'est le dieu de la créativité de son siècle. Oui. Donc oui, c'est très injuste. Et moi, à mon tout petit niveau, j'essaie de faire en sorte de porter la jeune création au moins à la vue des gens qui peuvent investir, en aidant l'émergence, d'ailleurs à travers tout ce que je fais, d'une part, que je ne suis pas toute seule, je suis quand même entourée, et à travers ces ondes culture où on privilégie l'émergence artistique par rapport à enfoncer les portes ouvertes, c'est pas la peine. Très bien, très bien. Et Diego Trelles Paz, tu es journaliste, tu es universitaire et tu es critique littéraire aussi. Tu as travaillé sur l'excellent écrivain chilien Roberto Bolano. Alors, tu peux nous dire un mot sur l'œuvre de Roberto Bolano, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Ouais, je considère que Bolaño, c'est l'écrivain le plus important de la langue espagnole des dernières 30 ans. Dernières 30 ans, hein, quand même. Ouais. Au 25 ans, parce qu'il a publié pendant 10 ans la majorité de ses œuvres. Oui. Et d'un niveau d'excellence, mais surtout, c'est un roman pour des jeunes écrivains comme moi. Parce que quand je l'ai lu en 2000, la première fois, c'était une façon différente de montrer que la littérature, ça n'a pas fini après, dans l'Amérique latine, après les écrivains du boom. Ça veut dire Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, Donoso. Tout cela, c'est une génération. Une génération énorme. Oui, énorme. Qui avait a eu succès, une influence à l'échelle planétaire. Oui, j'étais ici à Paris. Oui, bien sûr. Donc, ce n'était pas possible pour nous d'écrire d'une façon similaire. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui ouvre un peu l'espace. Ouvre un autre chemin. Tu penses que Bolano a ouvert un autre chemin dans l'écriture, dans la littérature? C'est un écrivain qui, quand tu les lis, il te donne l'envie d'écrire. Des gens, surtout des gens. Et aussi un roman, un écrivain qui était poète aussi, qui a fait de sa vie personnelle un peu sauvage, un peu combatif. L'essence de ses romans. Aussi, il a revitalisé on va dire, après les sous-genres, c'est pas sous-genres, mais on parle de les policiers, on parle de les genres d'aventure, les fantastiques. Il a fait tout ça avec des autres écrivains qui n'étaient pas assez connus comme les écrivains de boom. Je pense par exemple à Monterroso, Pitol, Piglia. Et tout ça, quand on a vu qu'il y avait des écrivains qui reformulent la façon d'écrire, qui parlent. Bolaño, par exemple, le sujet principal des ouvrages de Bolaño, c'est sa génération qui était disparue pour la dictature de Pinochet. Ouais. Donc, chez Bolaño, on peut voir un écrivain qui vit, un écrivain qui écrit avec les cours
et avec, tout. Il a laissé tout pour la littérature, mais aussi, il était un grand Et lecteur. il s'est sacrifié pour la littérature. Il est mort jeune, Bolaño. Oui, il est mort jeune, mais c'était, je ne dirais pas que c'était sacrifié pour la littérature parce qu'il avait un problème de santé. Oui. Mais c'est vrai que pour produire pendant 10 ans 5 ou 6 romans de sa qualité, de la qualité qu'il y avait, mais Il a beaucoup travaillé. il a beaucoup travaillé, mais il avait beaucoup de talent. Beaucoup. Il était très, très... il avait une sorte de vitalité. D'accord. Vitalité Oui. Littéraire. littéraire. Vitalité littéraire, Ouais. oui, bien sûr. Donc Bolaño, maintenant, il est connu partout. Oui. Mais je me rappelle quand j'habitais à Bordeaux en 2003, Oui. j'étais en train d'écrire le 12e roman. Et mes amis des États-Unis, j'habite aux États-Unis aussi, qui ont trouvé Bolaño pour une dédicace et il y avait 5 personnes. 5 personnes. Et c'était 5 mois avant de... ici en France, il n'était pas connu vraiment. Oui. En Amérique latine, en Espagne, il était vraiment Oui. déjà une star, on peut dire une D'accord. star. D'accord. Mais ici, pas du tout. Mais maintenant, les États-Unis quand même. Hein, il a ouvert la porte pour beaucoup de écrivains aux États-Unis. Pour être traduit en anglais, c'est pas facile du tout. Mais Bolaño maintenant, c'est une référence mondiale. C'est une référence maintenant. mondiale. C'est une C'est référence mondiale. Et je ne pense pas que c'est un bluff. C'était un écrivain, un vrai. Tout à fait. Il y a beaucoup de questionnements fondamentaux, beaucoup de profondeur dans ces quêtes littéraires. Beaucoup. Parce que c'était aussi une autre façon de raconter l'histoire de la violence politique en Amérique latine. Par exemple, avec les romans. Oui. Avec les romans, excuse-moi, avec les polars. C'était polar atypique, comme c'est lui qui fait Piglia aussi. Et il a dit, par exemple, Les détectives sauvages, qui était une lettre d'amour pour sa génération. C'est bien dit. Hein? Ouais. C'est Avec beau, les mots, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Mylène Vignon? Ah, Malheureusement, on arrive au bout de notre voyage, au bout de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un dernier mot, Mylène, alors. Eh bien, peut-être on a oublié de parler de Dentelle rouge, mon recueil intermédiaire entre, Voilà, Dentelle rouge, le 2012. dialogue du silence Oui, et Garance toujours aux pour le éditions de violoncelle. l'Unicité. Toujours aux excellentes éditions. Alors, un L'Unicité. petit mot sur Dentelle Alors, rouge. Dentelle rouge, c'est une façon de parler de notre ventre à nous les femmes, Oui. mais avec toutes les étapes de la vie de notre ventre Bien de sûr. femme, et de choses pas toujours faciles, hein, comme le déni, l'accouchement. Bon, Bien c'est sûr, joli. bien sûr. Il y a de très jolies choses, heureusement. La première fois, il y a aussi malheureusement l'avortement, la fausse couche. Et en fait, pourquoi ce titre Dentelle rouge? C'est un hommage que je rends à Simone de Beauvoir, hein, qui utilisait ce terme pour parler du sang des femmes. Elle parlait des dentelles rouges. Et voilà pourquoi ce livre a porté ce titre. Et les illustrations magnifiques sont de la très belle sculptrice Josette Rispal, qui fait des chiffonnettes, en fait, des femmes avec de la récupération de petits objets. C'est ravissant, c'est magnifique. Et j'ai voulu rendre encore hommage à une artiste à travers ces illustrations centrales qui prennent une dizaine de pages à l'intérieur du recueil. Eh bien, très bien. Eh bien, merci d'être venu donc, dans le Graffiti à Berbère Télévision et bonne continuation. Merci pour cet accueil chaleureux. Je t'en prie. Alors, Diego, un dernier mot ou bien on a oublié quelque chose aussi? Non, je pense qu'on a parlé de mes ouvrages déjà, mais les seules choses que je peux dire, que j'habite ici à Paris, et ça fait presque 12 ans, je voudrais m'excuser parce que mon niveau de français, c'est un peu péruvien. Oui, il est péruvien, mais il est bien, les gens te comprennent, il n'y a pas de mal. Ouais, et vous remercie pour l'invitation.
et bon, donc inviter des gens de lire, d'essayer de lire Bioy Voilà. pour... Effectivement, c'est un livre qui vaut le détour. Bioy, donc aux éditions Buchet-Chastel. Merci Diego Trellespas d'être Merci, passé Youssef. à Berbère Télévision et bonne continuation. Merci. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.